Vous êtes sur TV5 Monde, bien vu si vous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Ukraine, une offensive russe au ralenti. La Russie est-elle en plein doute? Vladimir Poutine semble en tout cas essuyer toute une série de revers qui alimentent le mécontentement chez les Russes et les doutes aussi sur sa stratégie. Avec nous pour en parler, Ulrich Bouna, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, de l'Ukraine en particulier, chercheur associé pour Eurocréative. François Chauvency en direct, général français. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant en géopolitique. Ulrich Bouna, on commence avec vous. L'armée russe est-elle, selon vous, en difficulté? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, en difficulté, disons qu'en fait, elle est, comme l'armée ukrainienne, au bout de plus de 4 ans de guerre, d'une guerre totale, elle commence à avoir des difficultés à se régénérer, donc ça se remarque sur le front. Elle progresse de moins en moins vite, elle est obligée de concentrer ses efforts sur certaines zones. Auparavant, elle essayait de frapper un peu partout pour essayer de voir où est-ce que l'Ukraine pouvait craquer. Désormais, elle frappe essentiellement dans le Donbass, et notamment autour de la ville de Konstantinivka, ce qui permet d'une part à l'Ukraine de progresser ailleurs, notamment au Liaïpolé, donc plus au sud du Donbass, ou tout au nord à Kupiansk. Mais effectivement, tout ça se fait donc au prix d'un resserrement en quelque sorte des efforts russes sur des zones très très précises du Donbass, donc de l'est de l'Ukraine, et surtout se fait toujours au prix de pertes relativement effroyables. Et une question se pose, c'est est-ce que la Russie arrive à régénérer ses forces? La Russie perd à peu près 30 000 hommes par mois morts ou blessés, et il commence à y avoir des vraies questions en Russie sur cette capacité à trouver 30 000 hommes par mois. L'Ukraine qui mène une guerre des drones avec un succès croissant. Général François Chauvency, les Ukrainiens libéreraient plus de territoire que les Russes n'en saisissent pour le deuxième mois consécutif. Comment l'expliquez-vous? Alors bon, ce qui vient d'être expliqué par Ulrich, c'est tout à fait cela, hein. La difficulté à progresser d'un côté et une facilité relative à l'autre de progresser. Mais il faut aussi être raisonnable. On a un front de 1200 km, en gros peut-être 400 km² ont été gagnés, c'est 20 km sur 20, donc il faut relativiser ces gains. Mais en fait, ce sont des chiffres qu'on a été habitués aussi à entendre du côté russe. Donc aujourd'hui, la guerre est enquistée dans le terrain, avec des contre-attaques locales qui peuvent parfois réussir, et puis une très grande difficulté de part et d'autre de reprendre l'avantage, pour plein de raisons différentes qu'on a bien évoquées il y a quelques instants. Donc il faut bien comprendre que cette guerre aujourd'hui, c'est une guerre d'attrition, et on va voir celui qui va avoir la détermination à rester le plus longtemps combattant contre l'autre, et à un moment, quel est celui qui va céder. Et l'armée ukrainienne qui déploie un nouvel intercepteur qui abat des drones Shahed de manière autonome. C'est une technologie automatisée qui est 95% du processus d'interception du drone. Une question pour vous, Ulrich Bouna, sur le fait, rappelez-vous, au début du conflit, même les États-Unis disaient attention à l'armée ukrainienne, pas d'attaque sur le sol russe. C'est devenu même une spécialité. Est-ce là aussi le tournant dans ce conflit? Volodymyr Zelensky se félicite aujourd'hui, d'attaques contre des sites pétroliers et militaires en Russie notamment. Oui, tout à fait. Non, effectivement, il y a eu, je pense, un premier tournant lorsque les Ukrainiens sont rentrés dans l'oblast de Koursk en 2024. Je pense que ça a montré qu'il était possible de frapper en Russie, d'entrer directement sur le territoire russe, sans en subir les conséquences, notamment éventuellement une frappe nucléaire qui était assez souvent agitée par les Russes en cas d'attaque sur leur territoire. Et là, désormais, ce que l'on voit, c'est qu'auparavant, les Ukrainiens étaient obligés de demander, en quelque sorte, l'autorisation des Occidentaux pour utiliser des missiles ou des drones qui allaient être envoyés sur la Russie. Désormais, les Ukrainiens ont la capacité de le faire tout seuls. Et donc, effectivement, avec des drones de plus en plus puissants qui vont de plus en plus loin, même des missiles comme le Flamingo. Et donc on voit effectivement désormais des équipements militaires ou des raffineries, des centres d'exportation de pétrole qui sont visés de façon quasiment quotidienne maintenant par l'Ukraine. Et pour autant, l'Ukraine a tout de même pris, je parle sous votre contrôle, l'équivalent du Portugal. Elle administre une grande région d'Ukraine, le Donbass notamment, le sud Kherson, évidemment illégalement. Il s'agit d'occupation, d'annexion. C'est tout de même dur pour l'Ukraine. Ah mais complètement, c'est très dur pour l'Ukraine. L'Ukraine manque d'hommes, l'Ukraine manque d'argent. Plus de 50% du budget de l'État ukrainien, c'est du financement international, notamment de l'Union européenne. Par exemple, l'Ukraine a subi beaucoup de dommages sur son réseau électrique et son réseau d'eau potable. Il manque 6 milliards pour essayer de faire des réparations avant l'hiver prochain qui risque d'être extrêmement difficile. Mais finalement, l'Ukraine a atteint un espèce de point d'équilibre où finalement, alors que la victoire de la Russie semblait inéluctable au regard des forces en présence, on a désormais l'impression que l'Ukraine ne peut pas vraiment perdre cette guerre, que la Russie ne peut plus la gagner, et donc ça ouvre potentiellement peut-être, et c'est comme ça que je pense que le voient les Ukrainiens et les Européens, une espèce d'espace de négociation avec les Russes. Alors, perte de popularité, économie en berne, enlisement donc en Ukraine, recrudescence, on le disait, des attaques ukrainiennes sur le sol russe. Les déconvenus semblent s'accumuler pour Vladimir Poutine. C'est du jamais vu, général François Chauvency, depuis le début de ce conflit, il y a plus de 4 ans, cette situation pour le président russe?
Il y avait une situation difficile jusque, je dirais, en juin 2023 avec l'affaire Prigojine. Ne l'oublions pas. Il y avait quand même une remise en cause du pouvoir central par les groupes mercenaires. Donc ça, il faut pas oublier que justement à cette époque-là, Vladimir Poutine s'était senti assez mal à l'aise. Aujourd'hui, effectivement, il retrouve cette même situation et on voit son inquiétude. Il faut quand même constater que les Ukrainiens, pour moi, commencent à reprendre petit à petit un peu d'ascendant sur les Russes qui n'arrivent pas à progresser, quel que soit le domaine, les problèmes économiques, les problèmes de politique intérieure, et puis la lassitude du peuple russe qui va sortir petit à petit. 4 ans et demi de guerre, comment voulez-vous qu'un peuple, même s'il est soumis peut-être à son dirigeant, puisse accepter ça très longtemps avec le nombre de morts qui reviennent? Donc il y a un problème profond. Mais Poutine ne change pas de discours. C'est ça le problème, c'est qu'il est toujours aussi déterminé dans sa mission. Donc, à quel moment va-t-il céder? Je pense qu'à un moment, il va être contraint de céder. Je ne vois pas aujourd'hui les Ukrainiens céder sur un point quelconque. Ouais. François Chevancy, une question pour vous. On sait que Vladimir Poutine est obnubilé par sa sécurité. On l'a encore vu récemment lorsqu'il a organisé son forum économique, l'équivalent du Davos russe. Est-ce que sa crainte est fondée? On voit effectivement les Ukrainiens qui harcèlent à chaque fois qu'il y a un événement autour de Vladimir Poutine. On voit des salves de drones pas très loin tout de même. Oui, tout à fait. Et puis vous avez aussi quelques attentats ciblés sur des hautes autorités militaires à Moscou, en particulier, il ne faut pas les oublier. Donc il y a une pression, je dirais, à la fois psychologique et physique sur les organes de pouvoir, d'une part, sur la construction d'un climat anxiogène qui pourrait inciter à Vladimir Poutine à se renfermer sur lui-même et finalement d'être complètement coupé du monde extérieur, au point que cela pourrait susciter finalement autour de lui une forme de révolte de ceux qui l'entourent en disant bon, ça ne peut plus durer, Vladimir Poutine n'est plus en mesure finalement de gouverner. Cependant, Vladimir Poutine bénéficie d'une armée privée, enfin d'une armée personnelle, de près de 50 000 hommes, ne l'oublions pas. La sécurité a été réformée, il y a une vraie crainte, mais pour l'instant, c'est une crainte qui ne va pas dans le sens je vais céder sur un point, c'est je vais durer et je vais me donner les moyens de durer dans ma guerre contre l'Ukraine. Ulrich Bouna sur Vladimir Poutine. Je pense que déjà qu'un autocrate dictateur soit paranoïaque, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Son objectif, c'est de garder le pouvoir à tout prix. Premier point. Après, effectivement, cette capacité de l'Ukraine à frapper quasiment de façon journalière, désormais, même le cœur de la Russie, ça pose effectivement un problème de sécurité à Vladimir Poutine. Après, il y a quand même toujours un espèce d'équilibre de la terreur qui est que les Russes s'abstiennent en quelque sorte de frapper le cœur du pouvoir ukrainien, donc le quartier de la Bankova, là où il y a l'administration présidentielle. Il y a sans doute un équilibre de la terreur avec les Ukrainiens où on s'abstient de frapper les chefs d'État réciproquement. Mais en revanche, effectivement, il y avait déjà, je pense avant même la guerre en 2022, une espèce de paranoïa qui commençait à se développer dans le Kremlin, sans doute due en partie au Covid, etc., qui a renfermer le Kremlin sur lui-même. Mais effectivement, la durée de cette guerre fait que Vladimir Poutine se pose sans doute de plus en plus de questions. Et c'est surtout qu'on voit monter, en fait, alors c'est pas une remise en cause du pouvoir de Vladimir Poutine, mais on voit monter en tous les cas une insatisfaction vis-à-vis de la stagflation économique en Russie, que ce soit de la part des élites ou du peuple. Alors justement, nos confrères de Radio France Internationale parlent dans leur page internet de cette enquête du journal allemand Süddeutsche Zeitung, qui est basée à Munich, et qui dit longtemps le Kremlin a réussi à protéger la majeure partie de la population russe des conséquences de cette guerre. Et on peut lire aussi que le pouvoir russe est apparemment tellement préoccupé par ce climat négatif ambiant qu'il a déjà fait diffuser une sorte de guide au sein de son parti Russie Unie. Effectivement, donc il y a des législatives au mois de septembre en Russie. L'objectif pour le pouvoir, c'est d'avoir à peu près 60% de votes en faveur de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. A priori, dans les sondages d'opinion, on sera plutôt à 30-40%. Donc, il y aura bien évidemment falsification des résultats. Mais ça montre qu'effectivement, il y a une insatisfaction qui monte dans le peuple. Pendant très longtemps, Vladimir Poutine a essayé d'isoler notamment les grandes villes de la guerre. À Moscou, Saint-Pétersbourg, il n'y avait jamais de bombardement. Économiquement, ça tournait quand même plutôt pas mal. Ou en tout cas, on ne voyait pas les conséquences de la guerre. Désormais, il y a des frappes quasiment quotidiennes, en fait, au moins sur des raffineries dans les oblasts de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Et en fait, effectivement, on voit surtout une stagnation économique, une montée. En fait, il y a eu une augmentation des impôts, de la TVA. On voit une diminution de 10% du nombre de commerces à Moscou. Donc, en fait, les conséquences économiques du fait de mettre tout l'argent, en quelque sorte, russe dans la défense, c'est 50% du budget de l'État actuellement. Ça commence à poser des problèmes dans l'économie réelle. Et ça, c'est un problème pour Vladimir Poutine. Alors, le journal allemand rappelle aussi qu'exprimer des critiques demeure dangereux en Russie, notamment sur ce conflit. Alors, il y a eu un sondage, évidemment anonyme. Alors, certains s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, d'autres craignent le retour de soldats traumatisés ou de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est aussi ce conflit qui dure, qui provoque aussi cette situation-là.
Complètement, parce que plus ça dure et plus c'est compliqué pour le pouvoir russe d'isoler la population des conséquences, et ça le pousse aussi du coup à devenir de plus en plus autoritaire pour justement éviter la contestation. On voit une restriction de plus en plus forte de l'accès à Internet. Il y a effectivement il y a des centaines d'opposants politiques qui ont été arrêtés pour un commentaire sur Internet ou simplement avoir osé dire qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec la guerre. Enfin, donc il y a finalement en quelque sorte une espèce de pression sur la liberté d'expression, une pression économique sur l'ensemble de la population, et tout ça fait monter effectivement une insatisfaction. Cette restriction d'Internet notamment, c'est un vrai catalyseur. On voit même des hommes politiques s'exprimer à la Douma d'État, donc le Parlement russe, contre cette loi, donc ça pose un vrai problème. Ouais. Et une guerre, ça se joue, général Chauvency, vous le savez très bien, évidemment, sur le front, sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain politique et diplomatique. Que pensez-vous de cette initiative de Volodymyr Zelensky de demander à Vladimir Poutine des discussions directes, ce qu'a refusé le président russe? Est-ce que vous diriez que Volodymyr Zelensky a décelé une certaine faille actuellement chez le chef du Kremlin? Enfin, il cherche surtout à la creuser, cette faille. La faille, elle existe plus ou moins, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer montre à l'évidence qu'il y a des failles dans l'action militaire et politique de Vladimir Poutine. Maintenant, c'est de bonne guerre du côté de Zelensky de proposer cette rencontre. Et je reviens un petit peu au sujet tout à l'heure. À un moment donné, il faut accepter d'arrêter une guerre. Et manifestement, autant Zelensky a autant besoin que Vladimir Poutine d'arrêter cette guerre, autant c'est Zelensky qui propose. Et Poutine reste sur ses positions. Et là, on peut se poser la question finalement de l'endurcissement mental de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est encore sûr de pouvoir gagner? Est-ce qu'il n'est pas finalement dans un forme de délire final en disant de toute façon on ira jusqu'au bout, on va y arriver? Et je pense qu'il y a peut-être un problème psychologique à un moment donné, parce que toute guerre doit avoir une fin. Et on voit bien que quand on n'avance pas sur le terrain, il faut trouver la solution politique. Et là, manifestement, c'est un refus très clair de la solution politique. Et je crois d'ailleurs que Lavrov l'a dit il y a quelques jours, il n'y aura qu'une solution militaire. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, la solution militaire, je ne la vois pas. Et je pense que peut-être que Vladimir Poutine a raté une opportunité peut-être de sortir d'une certaine manière de cette guerre qui use son pays et qui le fera peut-être chuter demain. Général Chauvency, lorsque la guerre a éclaté en Iran, on a beaucoup entendu dire que l'Ukraine allait être reléguée aux oubliettes. En fait, on voit que l'Ukraine, malgré effectivement la place que prend le conflit au Moyen-Orient, eh bien ce n'est pas le cas. L'Ukraine semble jouer sa carte. Oui, mais alors attendez, si vous reprenez un petit peu tout ce qui a été fait par Zelensky depuis quelques jours, sinon quelques semaines, à chaque jour, il y a une frappe médiatisée disant « nous avons frappé la Russie ». Donc, il a tout fait pour qu'on se rappelle, nous, qui nous préoccupions uniquement de l'Iran et du Moyen-Orient, que la guerre en Ukraine continuait. Et là, les Européens se sont sentis un peu concernés, finalement, à un moment donné, pour dire, bon, d'accord, il y a l'Iran, d'accord, les États-Unis, c'est bas, mais nous, on a le problème de l'Ukraine. Donc, je dirais que la campagne d'influence, en quelque sorte, avec des cibles bien choisies de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, et presque tous les jours, a fait qu'il a préparé ce retour de l'Ukraine sur le champ des réflexions, notamment européennes, pas américaines, mais européennes. Donc, ne dissocions pas quand même, voyons bien plutôt cette action, je dirais, d'influence menée par le président Zelensky pour remettre sur la table, finalement, ce conflit qui était oublié. Une réaction d'Éric Bounage, vous voyez plutôt acquiescer à ce que dit le général? Complètement. Je pense que cette lettre de Volodymyr Zelensky, elle montre un changement dans le momentum, en fait, où effectivement, l'Ukraine, le 28 février, était complètement reléguée aux oubliettes, et c'est clairement le cas côté américain. En revanche, ces frappes en profondeur, c'est cette lettre qui rejette aussi la responsabilité du coup de la continuation du conflit sur Vladimir Poutine, c'était aussi un peu l'objectif, montre qu'effectivement, finalement, l'Ukraine continue à résister, que l'Ukraine est capable de, en quelque sorte, reprendre un peu l'initiative sur le terrain, être capable de créer un momentum diplomatique, comme elle l'a fait lorsque Volodymyr Zelensky a été dans les pays du Golfe proposer son aide sur la protection contre les drones shahed iraniens. Et donc ça force en quelque sorte aussi un peu les Européens à se positionner, à essayer de reprendre la main, à se dire que finalement cette guerre ne se terminera pas, probablement pas rapidement, et qu'il faut probablement recommencer à discuter avec Vladimir Poutine pour essayer au moins d'essayer de comprendre justement de quel état d'esprit il se trouve et s'il est possible d'avoir une négociation, puisque dans tous les cas, comme l'a dit le général Chauvency, pour l'instant, Vladimir Poutine est plutôt sur une ligne un peu maximaliste. Et les États-Unis, dans tout ça, c'est pas leur priorité?
Non, je pense que ça a été très clairement dit par Marco Rubio il y a quelques jours, dans le sens où il a dit que les Américains pourraient être là si besoin, mais qu'eux, ils étaient véritablement occupés à autre chose. Et alors, il y a eu quand même cette discussion, je crois, il y a 24-48 heures entre les émissaires, donc Kushner et Witkoff et Volodymyr Zelensky. Mais concrètement, les Américains, à part fournir de l'armement qui est payé par les Européens et sans doute du renseignement aussi, les Américains ne font plus grand-chose et les Américains se délaisseront, et Donald Trump en particulier, se délaissera de la guerre en Ukraine, sauf si effectivement il y a un deal qui est en perspective, en approche, et là il reviendra sur le devant de la scène pour avoir sa photo avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qui peut se négocier en fait dans ce conflit ? Il peut se négocier un cessez-le-feu, en fait, comme on l'a dit depuis le début. Les deux protagonistes sont quand même épuisés par plus de 4 ans de guerre. On passe cette capacité à se régénérer. Ils n'arriveront pas à faire la différence sur le front, probablement au moins dans les prochains mois. Donc un cessez-le-feu, ça pourrait être possible. Après, une paix à long terme, ça semble quand même extrêmement complexe parce que Vladimir Poutine n'a pas renoncé à son idée de contrôler le dessin de l'Ukraine militairement ou via l'influence. Et à contrario, les Ukrainiens, eux, ne renonceront jamais, en quelque sorte, à leur capacité à rester indépendants, à intégrer l'Union européenne, peut-être un jour l'OTAN. Et donc, ces objectifs stratégiques opposés font que ça paraît compliqué d'avoir une paix à long terme. Il nous reste une petite minute pour vous, Général François Chauvency. Un cessez-le-feu en l'état actuel de la situation, ça signifierait une défaite ukrainienne et une victoire russe ? Oui, parce que, enfin oui et non. Une victoire russe, non pas en tant qu'une victoire qu'on comprendrait, mais le fait de garder les territoires qui sont occupés. Et là, dès lors que les territoires occupés restent du côté russe, implicitement, ça veut dire une victoire russe et une défaite ukrainienne. Maintenant, dans le passé, l'Ukraine était prête à abandonner ses territoires. Donc, à la limite, c'est l'espoir qu'après un cessez-le-feu, de longues négociations qui dureront peut-être 30 ou 40 ans, peut-être que ces terres ukrainiennes reviendraient à l'Ukraine. Mais ça, je n'y crois pas vraiment. Merci beaucoup, Général François Chauvency, pour votre éclairage. Et merci Ulrich Bouna également pour votre éclairage et de nous avoir donné des clés de compréhension donc, sur ce conflit russo-ukrainien qui dure depuis plus de 4 ans maintenant.